Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vais refaire un débrief complet du marathon de Berlin. Certains m'ont posé des questions et je vais essayer de faire un global, de vous répondre. Alors tout d'abord, le marathon de Berlin, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? Parce que j'ai critiqué certaines choses sur le marathon de Berlin. Il y a des gens qui m'ont dit, Michel, c'était mon rêve de faire le marathon de Berlin et tu m'as un peu refroidi. Alors, on va reprendre tout depuis le départ. Tout d'abord, l'inscription. Alors le prix, il est très cher, hein, je crois que c'est 230 ou 260 €. Il n'y a absolument rien hormis le dossard. Ils vous vendent même le droit d'avoir un sac au bagage. Enfin vraiment, je trouve que c'est un peu scandaleux, mais c'est le prix. On l'accepte ou on l'accepte pas. Si on l'accepte pas, on s'inscrit pas et puis c'est terminé. Tirage au sort. 500 000 demandes, je crois, pour 50 000 dossards. Donc, il faut avoir de la chance ou avoir la possibilité d'être un coureur rapide selon les catégories d'âge. Mais en gros, il faut faire moins de 2h45 et vous avez un dossard qui est garanti. Donc, est-ce que le parcours, il vaut le coup? Oui, c'est l'un des meilleurs parcours du monde pour performer. C'est très large, c'est très beau, la ville, elle est très belle. Donc, bien entendu, oui, il faut faire Berlin. Au niveau organisation, moi je trouve que c'est catastrophique vu la taille de l'épreuve. On dirait qu'on a affaire à une course de quartier. Quand vous arrivez au village marathon, c'est un bordel pas possible pour récupérer vos dossards. Je parle même pas de traverser l'endroit où vous devez acheter les choses. Vous avez vu la vidéo. D'ailleurs, on va la remettre. C'est une catastrophe. Des heures d'attente si vous voulez acheter quelque chose. Ils vous vendent absolument tout. C'est vraiment pas terrible. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Alors, il y a vraiment beaucoup de stands, il y a vraiment tout le monde, mais il y a tellement de monde que c'est dur de s'approcher. Et puis, si vous achetez un produit officiel, vous en avez pour 1h30. Donc, vous oubliez ça. Par contre, vous pouvez commander les produits officiels et il y a des endroits où vous pouvez récupérer vos commandes. Là, il n'y a personne, par contre. Donc, vraiment, je pense qu'il faut faire ça. Au niveau du jour de la course, le village où vous déposez vos affaires, pareil, c'est un bordel immonde. Il y a une seule entrée. Alors je vais à Milan par exemple, des fois à Milan il y a 10 entrées. Vous avez sur votre dossard un numéro pour entrer, vous rentrez, vous tombez sur votre stand pour déposer vos affaires. C'est super pratique. Là il y a une seule entrée. Vous imaginez le nombre de tentes qu'il y a pour 50 000 personnes. Donc déjà pour trouver l'entrée vous en avez pour une quart d'heure. Et ensuite une fois que vous rentrez là-dedans, ben, c'est le bordel le plus complet. Il n'y a aucun panneau. Alors vous trouvez des rangées de tentes pour remettre vos sacs avec des numéros de dossard bien entendu. Bien entendu, vous tombez pas directement sur le bon et vous cherchez et vous cherchez. Il n'y a pas une personne pour vous renseigner. Personne de chez personne. Voilà. Donc déjà ça, je trouve ça lamentable. Mais en 2018, j'étais allé pour la première fois et je m'attendais à trouver un truc super carré et j'étais tombé sur le même truc en me disant mais c'est quoi ce bordel? Voilà. Une fois que vous avez déposé vos affaires, tout le monde se rend au départ par le même endroit, donc pareil, gros bordel, et vous arrivez près de la grande ligne droite de départ, où il y a l'ensemble des entrées de sas, et à peu près tout le monde arrive presque vers le haut, je pense, et là, vous avez les sas, et vous avez une personne par sas, qui contrôle de temps en temps quelqu'un, et il y a 10 coureurs qui rentrent pendant qu'elle a contrôle une. Résultat, dans le sas où j'étais, c'est-à-dire dans le B, juste derrière les athlètes élites, il y avait de tout, il y avait absolument de tout. Alors il y avait peut-être des gens qui avaient le droit d'être là parce qu'ils étaient invités ou je sais pas quoi, mais quand vous regardez ma vidéo, vous vous rendez compte que dès le départ, à un moment donné, je double une fille qui marche. Voilà, on est dans le sens 2h35, 2h50 je pense, et il y a quelqu'un qui marche, et je me suis retrouvé avec des blocs de gens qui courent bien entendu collés les uns aux autres parce que c'est plus drôle, qui vous empêchent de passer. Alors vous leur tapez sur l'épaule, vous leur demandez excusez-moi, mais les mecs ils glandent parce que vous leur demandez de s'écarter, enfin, alors qu'ils n'ont rien à faire là. Voilà, ça c'est vraiment un vrai gros problème. J'ai jamais vu ça à Valence. À Valence, c'est super dense, mais tout le monde court à peu près à la même allure. Vous n'avez pas des gens qui courent à 10 km/h à 4 de front dans un sas où vous êtes censé courir à 16 km/h. Voilà, ça c'est problématique. Ensuite, la course en elle-même, pas de problème. Alors cette année, comme je me suis pas mis à l'avant du sas, que je suis arrivé en retard comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé la ligne de départ 3 minutes après les premiers. Et je me suis retrouvé, donc il y avait plus de 1000 coureurs devant moi. Et à chaque ravito, ça a été un peu la panique parce que, alors ça c'est super, hein, il y a des gels Mortine au ravito et du Mortine dans les verres. Le problème c'est que le Mortine mélangé à l'eau, jeté sur le sol puisque c'est des gobelets, ça a transformé chaque
zone de ravitaillement en patinoire complet. Et vraiment, vraiment, j'exagère pas, vraiment la peur de tomber, donc obligé de courir sur des œufs chaque fois pendant 300-400 mètres avec le stress. J'ai vu des coureurs tomber, moi je suis pas tombé, j'ai fait attention, mais effectivement vous perdez 2-3 secondes par ravito. Alors c'est rien, vous allez me dire, sauf que c'est stressant, vous avez cette peur de tomber, etc. etc. Gobelets, pas de bouteilles, alors ça c'est écolo. Il y a des marathons, il y a encore les bouteilles, là c'est que les gobelets, et les gobelets c'est vraiment chiant, il va falloir trouver autre chose, parce que les gobelets, alors moi j'ai donné une technique pour boire un, vous pincez le gobelet, vous mettez l'eau dans votre bouche, et vous déglutissez, mais c'est quand même un problème. La course, elle, c'est large, c'est beau, l'arrivée porte de Brandebourg, c'est super beau, donc oui, il faut le faire ce marathon, vous ne pouvez pas le louper. Maintenant, je trouve que le marathon lui-même, il n'y a rien à dire, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas terrible. Voilà, ça c'est pour le marathon de Berlin, oui, allez-y si vous pouvez, et puis vous serez, comme moi, vous serez déçus par certaines choses, mais vous ne pouvez pas ne pas le faire. Voilà, maintenant je vais revenir sur ma prépa, ma course, etc. Alors ma préparation, elle a duré 20 semaines, sachant que je suis arrivé en état de courir, donc en 20 semaines, c'était en mai, je pense, vers le 7-8 mai. Après mon marathon de Séville où j'ai été blessé, j'avais coupé un mois pour une déchirure à la cuisse, j'avais repris les footings et j'ai couru donc à partir du mois de mai. Une préparation très longue comme je fais toujours. Alors il y a eu deux phases dans cette préparation. J'ai attaqué tout de suite des doubles seuils dans ma préparation pendant environ 11 semaines où je suis monté très vite en charge, très vite en intensité et où j'ai très vite progressé. Il faut savoir que je cours en gros tous les jours. Donc entre 7 et 10 séances par semaine puisque je double par moment. Là, contrairement à ce que je fais d'habitude, où je ne fais que 2 séances de qualité, je suis monté jusqu'à 4 séances de qualité, avec cette séance de double seuil, qui m'a été très profitable au niveau. Vraiment, je me suis retrouvé à faire des progrès très rapidement, même trop rapidement, on va revenir là-dessus pour plus tard. J'ai remis beaucoup d'intensité, j'ai refait de la VMA courte, alors pas de la VMA courte directement, où j'ai fait de la variation d'allure, où j'ai recouru à 20 km/h parce que j'avais besoin d'aller gratter un petit peu de VMA, ce que je fais pas souvent. J'ai beaucoup moins couru en volume que dans mes autres prépas. La plupart du temps, quand je prépare un marathon, je cours autour de 140 à 150 km par semaine, mais je ne fais que 2 séances de qualité. Là, donc comme je vous dis, c'était minimum 3 séances de qualité, voire même 4. Par contre, pour compenser ça, j'ai réduit le volume de kilomètres. J'ai été obligé parce que je sentais que j'étais fatigué. En plus, j'ai souvent pris un jour de repos dans la semaine, ce que je fais jamais. Même chose, je fais toujours 1 heure de home trainer quand je fais des prépas marathon tous les jours. Pourquoi faire? Pour me détendre, pour brûler des calories également. Là, je ne l'ai pas fait tout le temps parce que, pareil, j'ai été fatigué par l'intensité des séances. Au bout de 11 semaines, j'ai dû prendre la décision d'arrêter de faire le double seuil pour 2 raisons. Un, mentalement, je commençais à coincer. Je commençais à en avoir marre, je me disais c'est vraiment dur, j'avais l'impression de m'entraîner, de faire des séances difficiles en permanence. Et ensuite, j'ai senti que j'étais vraiment en forme très tôt. Et c'était même beaucoup trop tôt puisqu'il me restait 9 semaines. J'ai fait une semaine où j'ai fait que de l'endurance fondamentale. Et là, j'ai augmenté un petit peu le kilométrage. Et puis, je suis reparti sur un cycle de 8 semaines pour finir ma préparation. Là, j'ai refait un cycle normal. J'ai refait 1 ou 2 séances de double seuil dans des semaines où je me sentais bien. J'ai ensuite fait des très grosses semaines sur la fin, au niveau intensité et au niveau volume kilométrique, mes plus grosses semaines, 120 ou 130 km, ça c'est pas énorme. Par contre à l'intérieur, par exemple dans la semaine à 120 km, j'ai fait une séance où j'ai fait un 10 km allure marathon, au milieu de la semaine j'ai fait un 10 km où j'alternais allure marathon, allure seuil, ça tournait aux alentours de 38. Et la sortie longue, c'était 2 fois 10 km allure marathon que j'ai tourné aux alentours de 38-20 et 38-30 il me semble. Donc très grosse semaine à S-3. À S-2, j'ai commencé à ralentir, mais j'ai gardé de l'intensité. Et je dois dire que je me suis guère trompé au niveau du pic de forme. On va dire que si je regarde les données que j'ai, mon pic de forme, il est arrivé peut-être 4-5 jours trop tôt. J'étais
le mercredi ou le jeudi avant la course, je pense que j'aurais été un petit peu mieux que le dimanche. Ça, c'est sûr. Si vous voulez, j'ai l'habitude, moi, de vraiment alléger sur les 2 dernières semaines. Mais là, j'aurais dû décaler ma dernière sortie un peu costaud au lundi et pas la faire le samedi. Si je l'avais fait le lundi, ça m'aurait permis d'être pendant 48 heures en phase de récup et puis derrière de passer vraiment en phase d'affûtage sur le marathon sur les 3 derniers jours pour être à mon pic de forme le dimanche. Là, mon pic de forme, je pense qu'il était le jeudi, mais je me suis guère trompé. Hein. J'utilise un logiciel qui s'appelle Idéo pour moi et pour mes athlètes, tous les athlètes que je prépare, et il permet d'avoir un petit peu des idées sur ça. Et lui, il me dit que mon pic de forme, effectivement, c'était le jeudi, et derrière, il m'a fait descendre un petit peu tout en ayant récupéré un petit peu. Donc, on ne saura jamais si ça aurait changé quelque chose. Je suis arrivé en forme le jour de la course, vraiment en forme, avec la capacité d'aller courir aussi vite que je le voulais, c'est-à-dire 3,55 réel, mais avec les erreurs de GPS, il fallait que je cours à 3,51. Ce qui s'est passé, c'est que dans les 15 derniers jours, à la suite de ma très grosse semaine, j'avais le tendon d'Achille qui tirait un petit peu, mais c'était très raisonnable. La dernière semaine, j'ai vraiment allégé, une dernière séance le mardi 6 x 1000, mais vraiment c'était pas grand chose. Et derrière, bon ben j'ai quasiment coupé des petits footings. Le problème c'est que quand on coupe, le corps il se relâche. Et ma douleur au tendon d'Achille, elle a augmenté. Elle était beaucoup plus forte que les semaines avant où je m'entraînais dur. Alors j'ai pas pris d'anti-inflammatoire parce que j'aime pas prendre des anti-inflammatoires. J'aurais peut-être dû prendre des anti-inflammatoires pour arriver à la course avec moins mal, mais je l'ai pas fait parce que j'aime pas faire ça. Autre chose tout bête, c'est que je suis parti en avion, j'ai emporté mes tapings pour me faire un taping sur le tendon d'Achille. Je me suis retrouvé le dimanche matin à 6 h avec mes filles qui dormaient dans la chambre et j'avais pas de couteau pour préparer, de ciseaux pour préparer mon taping. Donc résultat, j'ai pas pu me faire de taping sur le tendon d'Achille. Pareil, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais ça m'aurait tenu un petit peu plus. Donc, maintenant on va passer à la course. Vous saviez que mon objectif c'était 2h44. Alors 2h44, 50 même, puisque une fois que le temps il tombe, on oublie très volontiers les secondes quand elles sont grosses. Et puis par contre, quand elles sont toutes petites, on pense à le dire. Comme là, j'ai dit, j'ai fait 2h48,00. En tout cas, mon objectif c'était ça. C'était aller chercher mon record qui était à 2h45,50. Donc vraiment de le descendre quasiment d'une minute. Dès le départ de la course, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Alors, pourquoi? La douleur au tendon d'Achille, j'en ai parlé dans ma vidéo. Très vite, je me suis rendu compte que j'avais vraiment mal. Et que, à 2,55 à ma montre, la douleur, elle était raisonnable. À 2,50, elle était beaucoup plus forte. Il y avait vraiment une gap dans la douleur. Ensuite, il y a eu les 5 premiers kilomètres dans cette masse compacte de coureurs avec des gens qui avaient rien à faire là-dedans. Alors dans ma première vidéo, j'ai dit que j'avais perdu 1 minute sur les 10 premiers kilomètres. En réfléchissant, je pense pas que j'ai perdu autant. On va dire que j'ai perdu 30 secondes. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable à froid de parler de 30 secondes. Par contre, j'ai perdu de l'énergie. Vous savez, vous êtes là, vous êtes motivé, vous regardez votre montre et puis vous pouvez pas passer. Donc ça vous stresse. Voilà, je vais dire 30 secondes. J'ai très vite vu que je ne pouvais pas aller beaucoup plus vite que 3,55 au kilo et que quand je suis sorti du 10e kilomètre et que j'avais 1 minute de retard sur mes temps de passage prévus, je me suis dit que j'allais pas y arriver à récupérer cette minute-là. Alors j'aurais pu essayer de me recaler à la bonne allure pour essayer d'aller chercher mon record quand même, parce que c'était pas encore faisable. Le problème, c'est que vraiment cette douleur au tendon, elle me faisait un petit peu peur. Je m'étais tellement engagé sur le chrono et je voulais faire une place quand même aussi. Je me suis dit, Michel, sois raisonnable. Tu vas rester à cette allure qui te paraît jouable au niveau du tendon, c'est-à-dire 3 minutes 55 à ma montre, ce qui donnera un 3,58 au final, hein, et tu vas gérer comme ça. Et je n'ai pas bougé du début à la fin de cette allure. J'étais assez facile au niveau du cardio. J'ai pas eu de dérive cardiaque. D'habitude, on commence un marathon et à la fin, vous avez 10 pulsations de plus. Moi, j'étais tellement en contrôle que je suis resté à 160 du début jusqu'à la fin. Ce qui prouve que j'avais 10 pulses de marge pour aller un petit peu plus vite. Il y a eu le problème des ravitaux, dont j'en parlais plus tôt. Pareil, j'ai chiffré ça à 30 secondes de perte dans ma première vidéo. Peut-être pas, peut-être 2 secondes par ravito, mais c'est pareil, c'est le stress en plus, donc ça fait 15 secondes. Là, j'en suis donc à 45 secondes de perdu par des conditions de course. Ensuite,
moi je continue à courir du début jusqu'à la fin à la même allure. Je savais que j'étais plus dans l'allure pour battre mon record, que j'étais plus dans l'allure pour faire mon 2h44. Il est clair que les 3 derniers kilomètres, j'ai pas essayé d'accélérer et que j'avais sans problème de quoi gagner, allez, 5 secondes au kilomètre sans vraiment prendre de gros risques. Je me retrouve donc avec 1 minute que j'ai gaspillé bêtement. J'ai rajouté, je vous en ai parlé dans ma vidéo, les problèmes de caméra que j'ai eu qui m'ont vraiment posé un problème. Donc j'ai essayé de la redémarrer, etc. Et ça m'a vraiment fait perdre du temps, notamment dans le passage 35-40, parce que je voulais à tout prix filmer l'arrivée. Et je me disais que j'allais peut-être réussir à redémarrer ma caméra. Et là, pareil, je chiffrais ça à 30 secondes de perte dans ma première vidéo. C'est plutôt 15 secondes de perte. Donc on va dire que toutes les circonstances de la course m'ont fait perdre 1 minute 15. J'ai fait 2h48.00. Ça veut dire que j'aurais pu faire moins de 2h47, c'est-à-dire 2h46 et 45 secondes. Voilà. Dans ces eaux-là, vraiment, je les avais dans les jambes. Les 2h44, ce jour-là, je les avais pas. Non pas parce que je ne les avais pas quelques jours avant, mais il aurait fallu que j'ai pas mal au tendon d'Achille. Sans la douleur au tendon d'Achille, j'aurais vraiment pu accélérer et me mettre à 3,50. Je le vois au niveau cardiaque, hein, donc c'était pas un problème. Et là, si j'avais pu gratter 5-6 secondes au kilomètre, ben vous faites le calcul, 5 secondes, même qu'à partir du 10e. Parce qu'avant, le 10e, j'aurais pas pu. J'avais 30 km pour gratter 5 secondes, ça faisait 150 secondes, ça faisait un peu plus de 2 minutes, et j'étais bien dans la fourchette 2,40, 2,40-59. Donc je pense que potentiellement j'y étais. Pas ce jour-là. Ce jour-là, je ne pouvais pas y arriver. Le tendon m'a empêché ça. Et puis les petites circonstances de course que je vous décrive, j'avais un petit 2h46, 30, 40, forcément dans les jambes. Est-ce que je regrette? Absolument pas. J'aurais regretté si j'avais pas gagné. Mais franchement, je ne veux pas reparler du fait que j'ai gagné, parce que pour dire j'ai gagné. Mais je suis vraiment content et c'est inespéré, parce que gagner avec 2h48, franchement, je pensais pas que c'était possible. Hein. Je pensais qu'il y aurait bien quelqu'un qui allait courir en 2h44, voire même moins s'il y avait eu un des cadors de la discipline mondiale. Mais là, c'était pas le cas, ils étaient pas là. Et donc, vraiment, je suis super content. Et je me fous d'avoir fait 2h46-30. Ça m'aurait pas changé la vie. Par contre, 2h48 et je gagne le marathon de Berlin, oui, je l'oublierai pas. Donc ça, vraiment, c'était top pour moi. Et je pense que, réellement que j'avais quand même ce potentiel à 2,44. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai le marathon de Berlin dans 10 semaines. J'ai mon tendon qui commence à aller un petit peu mieux. Là, on est lundi 8. J'ai pas couru de toute la semaine dernière. J'ai fait 3 petites séances de 1 heure d'home trainer. Je me suis reposé parce que mentalement, c'est un petit peu difficile aussi, forcément. C'est beaucoup de stress. J'ai beaucoup stressé avant la course et je vous en ai parlé dans l'autre vidéo. Là, je me donne 1 semaine pour décider si je vais courir le marathon de Valence. Donc, je vais courir, faire des footings toute la semaine. Là, je rentre d'avoir fait 1 heure de footing. Le tendon, il tire un peu, mais ça va mieux. Et je me donne 1 semaine pour décider si je me relance dans une prépa. Comme je l'ai dit l'autre jour, c'est très simple. Je viens de poster une vidéo, vous devez l'avoir vue hier si vous avez regardé. Comment je fais 1 semaine de relâche, 1 semaine de footing et on repart pour 6 semaines de préparation en récupérant la fin de la préparation du marathon de Berlin, en espérant plus avoir mal au tendon d'Achille. Il y a 2 choses qui pourraient faire que je ne fais pas Valencia en courant vraiment. La douleur au tendon d'Achille qui se poursuit. Et dans ce cas-là, je ne vais pas me blesser plus que ça. Et je reporterai mes objectifs vers un marathon, sans doute à Milan en début d'année, où j'irai encore chercher un gros chrono, je pense. La deuxième chose, c'est que j'ai pas envie. Et là, pour le moment, aujourd'hui, je me sens pas de me remettre dans la prépa. Mais dans 1 semaine, si je sens que je peux courir, je sens que ça peut le faire. Et dans ce cas-là, de toute façon, je vais à Valence. De toute façon, j'irai courir le marathon de Valence parce que j'amène avec moi une vingtaine de mes coureurs que j'ai préparés toute l'année et donc je veux être avec eux. Et si je sens que j'ai la possibilité de bien courir, je ne vais pas la laisser passer. Dans la vie, il faut toujours saisir les opportunités. Si j'ai des très bonnes jambes et que je pense que je peux réussir un chrono à Valence, eh ben, j'irai le chercher aussi. J'ai 60 ans et chaque année qui passe, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la blessure, la perte de motivation, même si je suis motivé depuis 50 ans, ça peut peut-être m'arriver à moi aussi, donc je profite d'être en forme. Donc je ne sais pas encore aujourd'hui si Valence, ça sera une course plaisir où j'accompagne un de mes coureurs pour l'aider à faire une performance.
Alors même si je suis pas dans la forme de ma vie, jusqu'à 3 heures je dois pouvoir faire ça, voire même des coureurs qui courent plus lentement, on verra ça. Ou alors si je sens que je suis capable d'aller chercher ce 2h44 ou un chrono de 2h45, voire même encore un chrono de 2h46, si je sens que je suis capable d'aller faire une deuxième belle course, je pense que je le ferai. Voilà les coureurs, j'ai fait ce deuxième débrief pour être un peu plus précis dans ce que j'ai dit l'autre fois. Je m'étais un petit peu enflammé sur les temps que j'avais perdus. Je l'ai fait à froid. Je me suis rappelé l'état dans lequel j'étais dans la course. J'ai senti que j'avais cette possibilité d'aller plus vite, mais pas ce jour-là, parce que le tendon me faisait mal. Et j'ai réduit un petit peu le temps que je pensais avoir perdu sur les moments un peu difficiles, parce que on a tendance un peu à s'enflammer, à se voir meilleur que ce qu'on était. Donc j'ai pas perdu 1 minute sur les ravitaux, donc j'ai pas perdu 1 minute dans les 10 premiers kilomètres, 30 secondes peut-être, mais pas plus que ça. Voilà, je voulais corriger le tir. Merci pour tous vos messages sur la vidéo de Berlin. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tous les messages publics et tous les messages perso, toutes les questions que vous m'avez posées. J'ai essayé d'y répondre. Pour ceux qui me l'ont demandé, j'ai pas répondu encore à tout le monde pour le coaching. Je vais avoir des possibilités de faire entrer des athlètes dans ma team, parce que comme après chaque marathon, j'ai des gens qui s'arrêtent, et quand j'ai des gens qui s'arrêtent, j'essaie d'en faire entrer des nouveaux pour garder un nombre constant, mais qui soit pas trop gros, puisque moi, quand je fais du coaching, c'est du vrai coaching. Je vous envoie pas des plans d'entraînement en me disant débrouillez-vous. On a des échanges permanents sur WhatsApp, on a des rendez-vous téléphoniques, tout ça, et donc ça me demande du temps, et ça me demande d'avoir un nombre d'athlètes qui soit raisonnable. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, à bientôt, merci de regarder mes vidéos, pensez à les partager et à vous abonner. Il y a près de 20 000 personnes sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir et je vous remercie vraiment beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, entraînez-vous bien.